merci d'avoir donné de votre temps pour cette conférence ce soir. Et comme je sais comment je suis, c'est-à-dire j'ai beaucoup de choses et à la fin, je n'aurai pas le temps de remercier les étudiants qui ont préparé les 4 ateliers. Voilà, je l'ai fait depuis le début. C'était nanotechnologie, biotechnologie, intelligence artificielle, informatique et sciences cognitives. Et une ancienne étudiante, justement, de produits et services multimédia, Axel Simon, a fait les 4 affiches. Comme vous savez très bien, à la fin, il y aura le vœu du président. Je pense qu'une grande partie, ou une partie, vous êtes venus surtout pour le vœu du président. Oui. Je me suis dit de faire court. Ah, vous avez entendu, c'est bien. Il y a une question. Transhumanisme, rêve ou cauchemar? Voilà la réponse. Question. La conférence est terminée. Mais justement, si vous êtes venus jusqu'à l'université, dans cet amphi ce soir, sera dommage de retourner sans avant être un peu bousculé, déstabilisé. Alors, pour parler de transhumanisme, une solution peut-être simple était de récupérer des choses qui excitent ou qui font peur, ou qui, à l'envers, vont nous enthousiasmer. Mais tomber dans le sensationnel est relativement simple, et je ne sais pas si, avec l'euphorie, on arrive loin. Moi, je pensais que ce sera peut-être plus intéressant pour vous de comprendre comment on est arrivé là, qu'est-ce que c'est, et après, vous pouvez tout seul avancer, lire, écouter, voir, parce qu'au jour d'aujourd'hui, chaque dans chaque info, il y a quelque chose qui concerne l'un des 4 domaines. Nanotechnologie, biotechnologie, intelligence artificielle et sciences cognitives, ou c'est ce qu'on appelle NBIC. Ce n'est pas NTIC, ce n'est pas nouvelle technologie de l'information et de la communication, ça c'était il y a quelques dizaines d'années. Maintenant c'est NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique, intelligence artificielle et sciences cognitives. Si déjà vous rentrez chez vous ce soir avec ce mot-clé, c'est déjà un pas en avant. Et on verra que justement, quand on va parler de nanotechnologie, comme vous avez pu constater tout à l'heure dans les ateliers, pour nano, on parle d'atomes. On est au niveau d'atomes de la matière. Quand on parle de l'informatique, intelligence artificielle, on véhicule de bits. Quand on parle de sciences cognitives, on a les neurones. Et quand on parle de biotechnologie, ce sont les gènes. Donc, un autre mot-clé raccourci, c'est le bang. Bit, atome, neurone et gène. Les gens parlent justement de the little bang. C'est le petit bang, le grand bang, je ne sais pas exactement comment il se passait. On a des explications, je n'ai jamais arrivé à comprendre. Okay? Mais en tout cas, je commence à comprendre qu'aujourd'hui, avec les 4 technologies, on arrive à un niveau très, très, petit. Oui, c'est l'infiniment petit. Et quand on arrive là, on peut se prendre comme Dieu. On peut créer la vie, on peut même modifier le génome, éradiquer des maladies, ou même, il y a des gens qui disent, mais pourquoi pas la mort de la mort? Donc, ici, j'ai un plan qui ne respecte pas du tout les feuilles que vous les avez. Les 6 pages,
Je l'avais rédigé afin que vous pouvez ce soir, ou ce soir, la semaine prochaine, quand vous avez l'envie, regarder attentivement et surtout après, il y a pas mal de références bibliographiques parce que la littérature, elle est abondante. Elle est abondante, les médias sont abondants, mais par contre, la collectivité, l'opinion publique, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui part et sont seulement les grandes qui avancent avec des pas d'éléphant et peut-être que demain sera trop tard. Sera peut-être pareil comme avec l'énergie nucléaire en France. On est arrivé, on ne sait pas comment, mais c'est comme ça. Et avec NBIC ou le Bang, ça peut arriver pareil. Donc, on va parler un peu, pas vraiment l'historique, mais vraiment comprendre c'est quoi qui a déclenché ce bouleversement, okay, où on est, et après se poser des questions. Qu'est-ce que c'est ce transhumanisme, d'accord? L'origine, problématique, orientation, les risques et quelques questions que vous les avez dans le document. Je ne veux même pas le répéter parce qu'on n'aura pas le temps, mais minimum 1-2 débuts de conclusion. Alors, déjà, tout à l'heure, vous avez vu nanotechnologie, biotechnologie, donc on parle de technologie. Technologie, mais attention, science et technologie, c'est pas pareil. D'accord? Et les sciences, on les étudie à l'université. L'objectif est de découvrir de nouvelles connaissances. Et les technologies, c'est l'application des connaissances. Par exemple, utiliser le micro qui est là, mais il y avait des physiciens qui ont découvert de lois de physique pour voir comment on peut transmettre la voix et amplifier après à distance. Donc, la technologie utilise, encore une fois, ces connaissances. Je ne reviens pas vraiment sur l'arbre des sciences, de Descartes, vous le connaissez très bien. Et dans le temps, les sciences se sont très bien structurées. Autrement dit, on a, par exemple, regardez ici, au niveau de l'atome, on disait tout à l'heure, sont les sciences physiques. Ensuite, sont les sciences de la vie. On continue avec les sciences humaines et sociales. Et tout en haut, vous avez vu, ils vont découvrir d'autres planètes, ils essayent de faire des déplacements sur Mars. C'est les sciences de la Terre. Et si on regarde tout en bas, il y a une partie qui n'est pas vraiment liée au monde réel. C'est ce qu'on appelle les sciences formelles, d'accord? C'est la logique et les mathématiques. D'ailleurs, aujourd'hui, la logique est une partie composante des mathématiques. Alors, quand on parle encore une fois des sciences, l'objectif est de trouver, identifier des connaissances. Pareil, un mot-clé dans les sciences, c'est l'épistémologie. Chaque discipline a sa propre épistémologie. Pour faire court, le mot il est assez compliqué. Quand je l'ai entendu la première fois, j'avais du mal à le même prononcer. Mais finalement, derrière, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire, avec l'épistémologie, on se pose les questions, qu'est-ce qu'on va connaître? Quoi? OK? Ensuite, la méthodologie, comment on va faire cette recherche? Et troisièmement, pourquoi on va faire ça? D'accord? Donc, ça, c'est la partie épistémologique. Et quand on parle d'épistémologie, il y a des choses qui sont objectives, OK? Comme l'exemple avec Franche-Comté, il n'y a aucun contestation. On peut vérifier que la surface de la Franche-Comté est de 16 000 km². Par contre, si j'ai une phrase de type « la Franche-Comté était la plus belle région entre telle période », mais ça, c'est subjectif. C'est moi qui pense ça, c'est pas vérifiable. Pareil, on peut dire que Montbéliard est la capitale de la France ou la capitale marché de Noël, ou je ne sais pas quoi. D'accord? Donc, ce sont des choses objectives et subjectives. Ensuite, on parle de l'ontologie. Ontologie aussi, c'est un mot clé, oui, un mot assez hermétique. C'est sur l'essence de choses. Oui, Aristote
a voulu définir l'homme. L'homme, qu'est-ce qui est essentiel? C'est quoi qui définit l'homme? Oui, l'être en tant que l'être. C'est d'ici qu'ils ont parti avec, la philosophie est partie avec l'ontologie, ok? Et quand on parle des choses ontologiques, ok, il y a aussi des choses objectives, comme par exemple le corps humain. Ok, objectivement, il y a un cerveau, il y a un muscle, il y a des actions, il y a des choses. Mais il y a aussi des choses subjectives. L'esprit. La science n'a pas encore expliqué comment se forme l'esprit. Qu'est-ce que c'est l'esprit? Oui, les sciences de la vie, ils ont dit finalement que dans le cerveau, il n'y a que des impulses électriques, des changements biochimiques. Tout est matériel, mais on ne sait pas comment la sensation, comment l'émotion arrive à se créer. Comment, si mon épouse va me dire quelque chose, je rentre en colère. Pourquoi? D'accord? On ne sait pas. On ne sait pas expliquer ça. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que tout à l'heure, on va parler justement de la fusion homme-machine, robot-humain. Et en conséquence, les jeunes de Google, rassurez-vous, ils sont en train d'écouter le plus grand philosophe de l'esprit. Ils viennent parce que Google a l'argent, ils vont le payer. Et ils ne sont pas toujours confiants dans ce qu'ils disent, les philosophes. Ils ont toujours l'impression que ce n'est pas possible. Une fois, on va arriver à construire une machine qui aura la conscience d'elle-même. C'est compliqué. On a même des êtres humains qui n'ont pas vraiment la... D'accord? Très bien. Alors, la technologie à l'envers, on disait tout à l'heure que c'est l'application des connaissances. OK? Donc, il faut trouver des techniques, des technologies. D'ailleurs, quand en France, ils ont été créées les universités de technologie, oui, mon collègue Jean-Claude Sago, il est dans la salle, université de technologie, mais c'était une folie. Parce que université, c'est science. Donc, mettre science et technologie ensemble, ça n'a pas de sens. Et il y avait pas mal de bruit sur ça, mais finalement, regardez, justement, quand on se rapproche de l'infiniment petit, la différence entre science et technologie, elle est très faible. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le progrès de la science, il est assuré par le progrès de la technologie. Et à l'envers, il y a une liaison, une synergie entre les deux qui est très, très forte. Et voilà, pour faire ici court, voilà, on a les sciences, les technologies, connaissances. De l'autre côté, il n'a pas de connaissances, il y a des brevets. Vous avez vu, Steve Jobs, il a breveté tout. L'écran tactile, ça. Pourquoi? Parce que ça apporte de l'argent. Oui, si l'université fait plutôt la diffusion des connaissances, accès à tout le monde, mais de l'autre côté, c'est non, c'est la propriété, c'est à moi, si tu as besoin, tu payes. D'accord? Et il faut aussi bien comprendre que les sciences, et surtout pour comme on a vu tout à l'heure, les phénomènes naturels, sauf les maths, ok, et la logique, et l'autre pour l'environnement. Alors, déjà, premier mot-clé, l'informatique. Je veux parler de l'informatique parce que ça a bouleversé énormément. On ne se rend pas compte comment l'informatique a bouleversé notre vie. Et d'ailleurs, regardez, Marc Alizar a écrit un bouquin qui s'appelle « Informatique céleste ». Lui, il développe ici l'idée que si on a besoin d'un Dieu, mais pourquoi pas ce Dieu, c'est l'informatique. Vous trouvez le bouquin à la bibliothèque, c'est intéressant de voir comment voilà, les gens arrivent à construire une philosophie sur ça. Donc, l'historique du mot, vous l'avez ici, je ne reviens pas, vous avez lu peut-être, mais en tout cas, une phrase, je veux le lire, l'informatique n'est plus la science des ordinateurs comme l'astronomie n'est pas celle de télescope. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement l'ordi qu'on étudie avec l'informatique.
C'est plus que ça. C'est tout ce qui est traitement de l'information. Et je me permets d'évoquer quelques noms, oui, quelques personnalités qui ont marqué énormément l'évolution de l'informatique, et d'ailleurs pas seulement de l'informatique. George Boole, c'est lui qui a créé l'algèbre booléenne. Okay? Je ne reviens pas dans les détails. Alan Turing, peut-être vous avez vu aussi le film, vous avez lu le bouquin, c'est lui qui a décrypté Enigma. C'est lui qui a mis les bases pratiquement de la science informatique. C'est lui qui a parlé pour la première fois d'un programme, qu'il a parlé la première fois d'un modèle de calculateur. Et même, à ce moment-là, c'était 1950, il se posait la question, est-ce que je peux arriver à construire un ordinateur, une machine, okay, qui sera cachée quelque part, et une personne, un humain va dialoguer avec cette machine, et elle ne se rend pas compte que derrière, c'est une machine. C'est ce qu'on appelle le test de Turing. Jusqu'aujourd'hui, le test de Turing n'a pas été atteint. Quoique, il y a plein qui disent, voilà, nous on a fait, et d'ailleurs même quand on regarde qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, c'est très très impressionnant. Pour vous dire une petite application, c'est l'ordinateur qui est capable de générer les sons, oui. Si on a l'image, une vidéo, imaginez que quelqu'un avec un bateau, il va faire des traces sur l'herbe. Et il y a un son qu'on entend. Et l'ordinateur, c'est lui qui le génère. C'est fantastique. Et c'est pour ça qu'ils disent que les applications qui combinent à la fois l'image, le son, c'est-à-dire la parole, sont plus proches d'atteindre le test de Turing que les autres. Ensuite, c'est John von Neumann, un Hongrois. Il est né à Budapest et après parti aux États-Unis. Okay? C'est lui qui a donné l'architecture des ordinateurs. Même aujourd'hui, les téléphones portables, les ordi, les tablettes, ils ont une architecture von Neumann avec 5 composantes. Une unité centrale, oui, unité arithmétique logique pour faire les calculs, l'opération et les autres, une unité logique, okay, une mémoire et entrée-sortie. Depuis, on n'a pas évolué. Aujourd'hui, on parle justement de nouvelles générations de machines comme l'informatique quantique, okay, qui n'a plus rien à voir avec ni Boole ni von Neumann. Norbert Wiener. Norbert Wiener, mathématicien américain, c'est le créateur de la cybernétique. Moi, j'ai fait à Bucarest une faculté de cybernétique et informatique. Dans les années 70, que j'ai lu le bouquin de Norbert Wiener, Dieu et Golem. D'accord? Et j'étais dans les rues de Bucarest en train de marcher tranquillement. Pourquoi? Quelle était l'idée de Norbert Wiener? Il disait qu'à un moment donné, les machines seront capables de faire des machines comme l'homme est capable de faire des enfants. Wow! D'accord? Donc, aujourd'hui, on a même le mythe du golem. Okay? C'est un personnage en boue qui a été réalisé ou en argile, okay? Et qui finalement va se battre avec son créateur. Je ne rentre pas dans les détails, mais en tout cas, avec l'homme augmenté, on est carrément dans le mythe de golem. On est en train de créer des choses, mais des choses qui demain peuvent nous faire extrêmement mal. Ensuite, Shannon, c'est lui qui a mis les bases de la théorie de l'information. C'est lui qui a défini qu'est-ce que c'est une bit, qu'est-ce que c'est l'entropie informationnelle, qu'est-ce que c'est un canal, plein de choses. Un gars vraiment très, très intelligent et qui a donné beaucoup. Alors, dans l'informatique, voilà, c'est ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la loi de Moore. OK? Pourquoi retenir la loi de Moore? Parce qu'elle est encore valable, OK? Et c'est quelque chose que le cerveau a du mal à percevoir.
Moore, il était patron de la société Intel. Oui. Et une fois, quand il préparait le conseil d'administration, en regardant les statistiques, il a fait une remarque intéressante. Que tous les 2 ans, le nombre de transistors sur le processeur double. Tous les 2 ans. Et ça, c'était, regardez, 75. Depuis 75, la loi est respectée. D'accord? On est aujourd'hui en 18. D'accord? Ça nous fait 53 ans. Ça signifie qu'il a doublé de combien? De 26 fois. 26 fois, c'est énorme. Évidemment que c'est pas palpable. Alors, je vais vous dire un petit exemple. Oui? Supposons qu'on a une voiture, ok? Et vous êtes chauffeur, et chaque minute, vous doublez la vitesse. D'accord? On commence, première minute, 10 km à l'heure. Deuxième minute, 20 km à l'heure. Troisième minute, 40. Oui? Après 80, après 160. Par curiosité, ce soir, ou même si vous avez des téléphones portables, calculez après 30 minutes quelle sera notre vitesse. On quitte la galaxie, presque. D'accord? Donc, l'évolution exponentielle n'est pas perceptible par le cerveau humain. Pour nous, c'est plutôt linéaire. Il y a quelqu'un qui a donné un exemple assez palpable pour la loi exponentielle. Il disait, regardez, dans cette conférence, si je veux serrer la main à chaque personne, mais ça va prendre beaucoup de temps. Si je serre la main à quelqu'un, et après les 2, on va serrer la main à 2 autres. Après les 4, on va serrer à 8. Le 8, encore 8. 16, d'accord? Et peut-être vous connaissez aussi l'histoire du jeu d'échecs. Ok? Le roi, il a dit, combien tu demandes pour ces terribles jeux? Et le gars, il a dit, mais pas beaucoup. 1 grain de bleu pour la première carré, 2 pour deuxième, 4 pour la troisième, et ainsi de suite. C'est tout. Et après, il a demandé son comptable, je ne sais pas, écoutez, payez le plus vite possible, monsieur qui a créé le jeu d'échecs. Et après 3-4 jours, son comptable dit, écoutez, mais on ne peut pas le payer. Comment ça, on ne peut pas le payer? On ne peut pas le payer, parce qu'on a besoin d'une production de je ne sais pas combien de centaines d'années pour pouvoir le payer. Ou même, j'exagère pas, c'est peu. Pour avoir l'illustration de volume de blé qu'il devait avoir en tout, il y a des gens, des mathématiciens, qui ont fait une évaluation, c'est l'Everest, depuis la base jusqu'en haut. D'accord? Imaginez combien de temps on a besoin d'un pays pour produire de blé pour ça. OK? Et tout en bas, il y a un exemple, une analogie qui est assez intéressante. Si en 78, un vol entre Paris et New York, c'était $900, OK? Et la durée, c'était 7 heures. Aujourd'hui, si dans l'aviation, on avait le même rythme que dans l'informatique, c'est-à-dire doubler tous les 2 ans, mais aujourd'hui, en 2003, on devait payer 1 centime, ok? Et c'était 1/4 de seconde le trajet. D'accord? Donc, retenez cette loi de Moore parce qu'elle est encore valable, sauf que c'est sur cette loi de Moore, sur cette loi exponentielle que les transhumanistes se basent. Et ils font des raccourcis, dans le sens qu'on ne sait pas si demain sera toujours valable. OK? La loi de Moore, on ne peut pas l'extrapoler à l'infini. D'ailleurs, même aujourd'hui, vous avez vu que sur le processeur de l'ordi, le système de refroidissement, il est plus volumineux que le processeur lui-même. Parce que si on va densifier les composantes, mais ils vont commencer à chauffer. C'est pareil, regardez, si dans cette salle on est comme ça, si on dit encore plus près, mais à un moment donné, non, ça ne peut plus, on explose. C'est pareil, on arrive à la limite de la matière,
ok? Et d'autre part, on ne peut pas transposer cette loi exponentielle dans tous les domaines. Alors, ici, une loi exponentielle, elle est plutôt une courbe comme ça. Ici, c'est droit parce qu'on utilise une échelle logarithmique. D'accord? Regardez, ici, entre 2, c'est 1000 fois, 1000 fois, 1000 fois. Ce n'est pas 10, 20, 30, c'est fois 1000, fois 1000, fois 1000. Et ici, on a les différentes périodes avec les vitesses des ordis, okay, qui sont passées de quelques kiloflops, oui, sont des opérations en virgule mobile par seconde, jusqu'à, regarder en 2016, 64 hexaflops. Ça signifie un suivi de 16 zéros. OK? Pareil, le cerveau a du mal à percevoir. OK? Regardez le premier ordinateur. OK? Les techniciens, ils circulaient à l'intérieur de l'ordi. Je me rappelle, à Bucarest, on avait une IBM, et samedi, c'était journée de réparation, et le technicien, il rentrait dans la mémoire, et il utilisait l'aspirateur pour nettoyer. D'accord? Et d'ailleurs, d'ici aussi que l'idée de bague informatique est née, parce qu'à l'époque, on avait des tubes, et il y avait des bêtes qui se posaient sur ces tubes et qui faisaient de dégâts, d'où l'idée de bague informatique. Et on regarde ici, 140 mètres carrés. 140 mètres carrés. Et à droite, c'est 100 millimètres carrés. Oui? Et regardez combien d'opérations il peut faire. 300 additions par seconde. À côté, 31 milliards. Et la consommation aussi extrêmement petite. OK? Donc, aujourd'hui, on parle d'Internet des objets. Justement, il y a 2 ans, j'avais fait une conférence sur l'Internet des objets. OK? Et on a même discuté. Voilà, aujourd'hui, chacun a, d'ailleurs, oui, chacun a un téléphone, un ordi, OK, une tablette, on est là. Oui? One to many. Une personne a plusieurs dispositifs. Demain, mais on aura l'ubiquité. On n'aura même pas besoin d'avoir un dispositif comme ça. Oui? Dans la voiture, on aura directement, on parle, on ne sait même pas par où ça passe ou qu'est-ce qui... Oui, la téléphonie est valable, l'Internet est pareil, ubiquitaire, oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on utilise des raccourcis comme e-commerce, e-learning, e-marketing, mais demain sera e-commerce, ubiquity commerce. On est dans le tram, on voit un petit sac intéressant, on fait scan, OK, hop, c'est quoi, ça où? Achète-le. Oui. Et à droite, tout à droite, c'est nano. Justement, c'est le petit bang. Quand nano va se mélanger, les atomes vont se mélanger avec les bits, OK, et on va avoir un autre monde. S'il vous plaît, le dessin qui est là, il est excellent, je trouve. Parce que peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais l'informatique nous accélère. Ouais. Tout à l'heure, pour vous dire, je voulais dormir un peu l'après-midi pour être reposé, et pouf, il avait tout de suite le petit montre qui me dit, c'est Alain Lambouduran qui t'appelle. Oh, je ne pouvais pas répondre, mais de toute façon, je n'ai pas pu dormir. Qu'est-ce que je veux dire? L'informatique accélère les choses. Et comment l'informatique accélère les choses? Mais on a regardé ici 3 grands cercles et j'ai marqué, c'est Helmut Rosa, un sociologue, un anthropologue allemand, il est assez jeune, né en 68, okay, qui a une théorie de l'accélération qui est très intéressante. C'est-à-dire, c'est le moteur économique, c'est-à-dire il faut produire de plus en plus, okay? Mais pour ça, oui, ben on dit aujourd'hui, time is money. Oui, on n'a pas le temps à perdre, il faut avancer. Pour ça, c'est l'accélération technologique. On a des voitures qui sont rapides, des avions qui sont de plus en plus rapides, des ordi qui sont de plus en plus rapides, des téléphones aussi. D'accord? Toute cette accélération technologique va générer après une accélération sociale. D'accord? Pourquoi? Parce que Alain,
il pouvait discuter avec moi, je pouvais répondre. Jean-Claude, tout à l'heure, pareil, il a envoyé un SMS, je lui ai répondu. On est en contact avec plein de gens. OK? C'est une accélération sociale. D'accord? Cette accélération sociale génère après une accélération individuelle. C'est moi qui est stressé, je ne sais pas quoi faire, il faut répondre, il faut faire ça, ça, ça. D'accord? Et toutes les choses sont rapides, on dispose des objets très performants, mais on n'était jamais avec cette famine temporelle qu'on a aujourd'hui. On n'a pas le temps. Oui, 24 heures, ça ne suffit pas. D'accord? Et cette accélération individuelle va dire « Ouh, mais mon téléphone, il est pourri. Oui, il est lent. J'achète un autre. » OK? En conséquence, regardez, je reviens sur l'accélération technologique qui va générer accélération sociale, accélération individuelle, technologique, et on rentre dans la boucle. Et justement, Helmut Rosar dit « Attention, si on continue, c'est l'aliénation. » À un moment donné, il dit « Stop, je ne peux plus. » OK? Et d'ailleurs, vous avez vu, aujourd'hui, plein de spécialistes, surtout en IT, malades de burn-out, ou même ils abandonnent leur travail pour faire une vie calme, tranquille. OK? D'ailleurs, j'ai lu un bouquin, c'est l'éloge du carburateur. Oui, quelqu'un qui paraît a fait un doctorat, il avait un job excellent à New York et il s'est rendu compte que ce n'est pas la vie qu'il aime. Il a abandonné tout pour ouvrir un atelier mécanique et il a écrit un bouquin, l'éloge du carburateur. C'était l'éloge du travail manuel et du temps lent. OK, il prend temps de réflexion et ensuite. D'accord? Très bien. Alors, on parle même d'un écosystème numérique aujourd'hui. D'accord? Les éléments sont dématérialisés. OK? Il y a des relations complexes, dynamiques, interactives, oui, qui bouleversent les relations sociales, politiques. Aujourd'hui, Macron, il ne peut rien dire, tout de suite, c'est sur toute la planète. Oui, s'il a des chaussettes rouges ou vertes ou machin, c'est terminé. D'accord? Et vous avez vu aussi qu'il n'y a plus de secrets à propos de l'accélération technologique. Oui? Il n'y a plus de secret pour le PET. OK? Mais justement, c'est Joël de Redroney qui dit « Attention, il y a des choses qui se passent ici. » Et lui, il parle, comme j'avais marqué dans le titre, d'un écosystème numérique, qu'il y a la fusion maintenant entre le numérique et l'énergie, qu'il y a la fusion entre le numérique et le matériel, c'est-à-dire bits et atomes, qu'il y a la fusion entre le corps et l'écosystème numérique. Mais c'est vrai, il y a aujourd'hui des gens qui ont des dispositifs numériques, ils ne peuvent même pas rester en vie sans ces dispositifs numériques. D'accord? Et fusion numérique et biologie. Oui. Vous avez eu l'occasion peut-être de voir quelques démonstrations. Il y a des gens qui parlent de technologies disruptives. Attention, disruptive, ce n'est pas vraiment innovante en elle-même. Exemple, Uber. Mais il n'a rien inventé, Uber. Ils utilisent les voitures pour déplacer les gens. C'est ce qu'ils ont changé, ce n'est pas le besoin. Ils ont changé le modèle marketing. Ils utilisent le réseau Internet, tous ces dispositifs et surtout les algorithmes qui sont derrière, qui vont décider. Ce n'est pas quelqu'un de Google qui dit « Ah, il y a quelqu'un qui veut Paris-Gare de Lyon. » Non, ce sont des algorithmes, okay, des programmes informatiques qui décident tout seuls. Là-bas, voilà, telle distance, tu fais ça, ça, ça. D'accord? Et ce sont ces technologies, justement, qui sont disruptives et qui vont provoquer de bouleversements. Alors, vous avez l'occasion ici de voir quelques-unes. Voilà, c'est la mobilité, l'Internet des objets, la technologie cloud, oui, c'est-à-dire les données sont dans le nuage. Oui, elles ne sont plus sur le dispositif. Vous pouvez être n'importe où, vous avez accès. Il y a des dangers, il y a des problèmes, mais ça existe. Okay? Après, c'est la robotique. Le stockage de l'énergie. Même aujourd'hui,
il y a des gens qui parlent de design de la matière. OK? Vous trouvez des vidéos qui disent, mais aujourd'hui, si j'arrive à travailler au niveau nano, je peux récupérer les atomes de quelque part et je le combine comme je veux pour produire ce que je veux. Oui, et il parle justement de la disparition de la pénurie avec ça. OK? Pareil, il a des raccourcis, il a des approximations, mais en tout cas, il parle. OK? Alors, nanotechnologie, on a vu l'informatique. Nanotechnologie, je ne reviens pas en détail parce qu'il y avait l'atelier. Dommage pour les gens qui ne sont pas venus. J'avais fait justement ces ateliers pour pouvoir accélérer ma présentation, sinon c'est très long et lent. Donc, pour les nanotechnologies, nanomètres reviennent à 10 puissance moins 9. C'est-à-dire, imaginez un mètre qui vous le divisez par 10, 9 fois. OK? Une fois divisé par 10, oui? Encore par 10, encore par 10, encore... On ne voit pas le nanomètre. D'accord? Et il y a justement sur le site, sur le pôle universitaire de Montbéliard, des collègues, des chercheurs. Franck Palmino, j'ai vu qu'il est dans la salle. Et d'ailleurs, je lui avais demandé une présentation parce qu'ils ont des microscopes qui sont capables de voir au niveau nano. Ils voient ce que nous, on ne voit pas à Montbéliard. OK? Il est nanoscientifique. OK? Il travaille pour la production de produits et matériaux spécifiques. Il y a aujourd'hui des produits que vous les mettez vous avez des gants, vous le mettez dans l'eau et ça ne se mouille pas. OK? Il y a plein de choses autour des nanotechnologies et ça, c'était possible justement à cause du microscope à effet de tunnel. OK? On arrive au niveau d'atomes et on voit bien à droite, c'est un logo réalisé par quelqu'un qui bosse chez IBM avec les atomes. Il a 35 atomes, il a écrit le logo IBM. D'accord? Alors, ici, on peut, pour avoir l'ordre des mesures, OK? Mais on a tout en haut, 1 millimètre, OK? Après, 1/10 de millimètre. Ensuite, on divise, et là, c'est la limite de la détection optique. C'est-à-dire, si j'ai seulement des lunettes, mais plus que ça, je ne peux pas. J'aurais besoin d'un microscope spécial, oui, comme on a vu, effet tunnel, et après, on descend jusqu'au niveau nano, même pico. D'ailleurs, il y a un laboratoire de recherche à l'université, un grand laboratoire qui s'appelle FEMTO, FEMTO-ST, Sciences et Technologies. OK, on a vu science, technologie. Et FEMTO signifie 10 puissance moins 15 encore. D'accord? Voilà. 2-3 éléments sur nano. Mais au niveau nano, quand on arrive à descendre et voir les atomes, mais ici, la force gravitationnelle, elle est faible. Ça n'existe pratiquement pas. OK? Les relations entre les atomes sont plus importantes que la force gravitationnelle. C'est-à-dire, regardez, celui-ci, il tombe parce que c'est la force gravitationnelle. Mais à l'intérieur, les atomes ne sont pas liés avec cette force gravitationnelle. OK? Ensuite, il y a des propriétés comme la couleur, le volume, la surface qui change, la conductivité, la physique. Ce n'est pas la physique mécanique, c'est la physique quantique qui est appliquée. Et un exemple qui est vraiment très, très parlant, OK? C'est la modification de la surface. Okay? Vous avez vu tous une boîte avec des cubes de sucre. Okay? La boîte, elle a une surface. Mais si maintenant je calcule la surface de tous les cubes, elle sera beaucoup plus grande que la surface de la boîte. Si je divise encore les cubes dans des petits cubes, la surface sera encore plus grande. Et si je continue, regardez. Un cube qui a un volume d'un centimètre carré et 6 centimètres cubes, okay? Si on le divise au niveau nano, mais il aura effectivement le même volume. Par contre, la surface sera de 6000 mètres carrés.
Pareil, le cerveau a du mal à comprendre comment on peut avoir 6000 mètres carrés dans un endroit qu'on ne veut même pas. OK? Très bien. Il y a une autre présentation de niveau nano, OK? Et on voit ici qu'on arrive déjà au niveau ADN. Si je suis au niveau nano, paf, je peux couper tel gène, ou modifier, ou l'échanger, ou supprimer. Et ils ont créé même aujourd'hui un appareil qui s'appelle le couteau suisse, un ciseau génétique, OK, avec lequel on coupe les gènes comme vous coupez les mots dans Word. C'est CRISPR-Cas9. En plus, il n'est pas cher du tout. C'est l'une des dangers les plus grands pour comment ça s'appelle, même, je peux dire, entre guillemets, pour l'humanité. Parce qu'on trouvera toujours des fous. OK? Alors, regardez, pour avoir une idée de rapport de taille, oui, la relation qui existe entre la Terre et une orange, c'est pareil comme entre une orange et une sphère de nanomètre. Oui. C'est fantastique. OK? Et on voit bien qu'au niveau de nanomètres, mais on a les virus, on a ce qu'on appelle les nanovecteurs, les nanomédicaments. Ils sont en train, par exemple, de faire des études pour Alzheimer et utiliser de nanomédicaments qui sont capables de rentrer à l'intérieur des vases pour attaquer ou cibler exactement ce qu'ils ont envie. Avec un médicament classique, ben on ne peut pas parce que les éléments sont très épais. OK? Très bien. Alors, regardez ici, toujours dans Nano, oui, le prix Nobel pour chimie en 2016 a été accordé à des gens qui travaillent dans ce qu'on appelle les assemblages moléculaires. Et ici, c'est une voiture moléculaire. OK? Une voiture moléculaire. Où là, oui, hop. Nanotechnologie aussi, regardez, utiliser des nanotubes de carbone pour les muscles. OK? La résistance, la force, c'est beaucoup différentes, très, très puissantes. Et à droite, on a des écrans OLED souples. Peut-être que d'ici quelques années, mais on aura l'écran comme ça, on va le prendre en avion, on le prend grand, on le met dans la salle à manger, à gauche, à droite. OK? Très bien. Et effectivement, quand on arrive à ces niveaux-là, au niveau nano, OK, mais il y a des questions d'éthique qui se posent. OK? Et si vous regardez, je fais une copie d'écran de Future of Life qui date de novembre 2017, qui dit attention, OK? Les priorités pour les nanotechnologies et l'intelligence artificielle. OK? Alors, biotechnologie, les deux filles elles ont très bien présenté les biotechnologies. Je pense que vous avez bien compris. OK? C'est la Commission européenne qui groupe les biotechnologies sur les 5 couleurs. Biotechnologie rouge, vert, blanche, OK? Jaune et bleu. Je ne reviens pas dans le détail sur ça, mais dans la biotechnologie, c'est l'étude ou le projet de génome humain. Il a été lancé en 1990, OK, et fini en 2003. OK? Chercheurs de 20 nations, ils ont travaillé, et le coût a été de 100 millions de $. OK? Ici, c'est la période, OK? C'est ce qui... on continue à identifier les gènes qui sont responsables de telle ou telle maladie. OK? Ici, c'est l'évolution de coût de séquençage des génomes. Et regardez de nouveau l'évolution exponentielle. C'est pour ça qu'ils disent aujourd'hui que la médecine, elle est aussi exponentielle. OK? Ça signifie que, regardez, 2017, $100 ça coûte. OK? Il y a un site qui s'appelle 23andMe, OK? Vous envoyez un petit échantillon de salive et dans quelques temps, vous avez un bouquin
avec votre ADN analysé. OK? Et même, il y a des spécialistes qui disent que d'ici quelque temps, le médecin ne va pas faire une analyse de sang, il va faire directement une analyse de ADN. Laurent Alexandre, par exemple. Regardez l'évolution du prix, OK? Et on avance un peu. Voilà, CRISPR, c'est le couteau suisse duquel je parlais tout à l'heure. Vous avez vu comment ils vont séparer dans l'ADN, oui, de manière qu'après, avec une enzyme qui est mise autour, permet la séparation, ils coupent, ils enlèvent, ils ajoutent, d'accord? Et regardez ici, c'est un généticien, directeur de recherche CNRS, membre du comité consultatif national d'éthique, qui attire l'attention, justement, sur les dangers de... Après, fécondation in vitro, pareil, vous savez, je parlais tout à l'heure de nanomédicaments. Ça, c'est dans Science et Vie, l'une des dernières numéros qui explique les nanomédicaments pour Alzheimer. D'accord? Après, jusqu'ici, on a fait biologie moléculaire, c'est-à-dire comprendre, analyser comment ça fonctionne la vie, et on fait de plus en plus biologie de synthèse, produire la vie et jouer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, jouer le Dieu, fabriquer la vie. OK? Pareil, voilà, prix Nobel médecine en 2012, c'est pour les cellules souches. OK? L'imagerie médicale, un rôle extraordinaire. Regardez ici pour l'étude des cerveaux et on est capable d'identifier des états mentaux pour plein de choses. Quand on est heureux, quand on est fatigué, quand on est ça. OK? Mais le fait qu'on est capable de les identifier et reconnaître, ça ne signifie pas qu'on a toutes les explications et surtout on n'est pas capable de les reproduire. OK? Et en tout cas, les scientifiques qui sont arrivés à l'idée que finalement, tout est matériel et que derrière il y a des algorithmes biologiques, il y a des transferts de courants, OK? Et que le mur entre organique et inorganique, il a été dépassé. Et du coup, ils pensent que, mais pourquoi pas créer une machine qui sera capable d'avoir des émotions. Tout à l'heure, vous avez vu Cosmo, avec une intelligence artificielle banale, mais en tout cas, il est capable de gribouiller, de montrer qu'il est content ou il n'est pas content. OK? Et aussi, aujourd'hui, il y a des logiciels d'intelligence artificielle, apprentissage profond, qui sont capables de détecter si quelqu'un, il est content, il est fatigué, il est heureux, ou plein d'autres choses. OK? On est en train de transférer l'autorité de l'homme vers les algorithmes, vers les machines. C'est le Watson, par exemple, le grand ordi de l'intelligence, produit dans l'intelligence artificielle de IBM. OK? Pancréas artificiel contrôlé par iPhone. C'est lui qui déclenche quand il faut tout. OK? Google et Novartis, lentille de contact qui vérifie le niveau de la glucose. OK? Couche intelligente pour les bébés qui analyse les selles. Oui, vous regardez. Capteur biométrique. Aujourd'hui, tout le monde a un capteur il va mesurer les pas, la tension, la pression. C'est moins quantifié. OK? Et Google est en train de faire une base de données, OK, afin d'identifier quelle est la santé parfaite d'une personne. Et le site duquel je viens de vous parler tout à l'heure, 23,5, OK? Et après, regardez, vous avez le bouquin qui arrive pour $99. Pour les Européens, c'est un peu plus cher parce que c'est aussi le transport. OK. Sciences cognitives, OK? Les sciences cognitives, mais j'avance un peu plus vite, il est indispensable de comprendre le fonctionnement du cerveau du point de vue philosophique, sociologique, scientifique, médical. Il y a, regardez aujourd'hui, des maladies neurologiques, 179 millions d'individus touchés en Europe, OK? 800 milliards d'euros par an, c'est le coût. En France, santé mentale et troubles psychiatriques, oui, c'est la première cause d'invalidité en France. 10 millions d'individus qui sont dépressifs. OK? Et on ne sait pas quoi faire. On dit, voilà, tu prends un Prozac et tu te débrouilles. Ouais. Pourquoi maintenant
on arrive à se poser aussi des questions sur un cerveau artificiel, parce qu'ils ont fait des recherches sur la perception. Comment l'œil perçoit les choses, comment on arrive à contourer les objets, les formes, les couleurs, ok? Les émotions, la motivation, la cognition, la pensée, oui? L'apprentissage et l'action. Okay? Sur ça, je ne reviens pas. Cerveau gauche-droite, vous avez vu avec les étudiants tout à l'heure. Okay? Pour le cortex, c'est assez intéressant. L'image, elle est séparée dans deux parties. Il y a un architecte et il y a un artiste dans notre cerveau. Okay? C'est l'artiste qui enregistre à propos les proportions, les couleurs, les je ne sais pas quoi, les formes, et le géomètre sait exactement, voilà, il est maigre, il est je ne sais pas comment, et après les deux seront combinés. Okay? C'est la plasticité du cerveau. Regardez, essayez de lire le texte. Ils ont fait une expérience aux États-Unis, ils ont donné des lunettes aux gens, mais des lunettes qui renversent l'image, 180 degrés. OK? Après une période, c'est le cerveau qui a retourné l'image. OK? Voilà, regardez ici. Vous avez le carré A et le carré B. Elles ont la même couleur ou une couleur différente? La même. Voilà, on n'a pas le temps de faire la démonstration ici, mais si vous faites la recherche sur Internet, vous avez même l'explication, parce que le cerveau utilise différents, comment ça s'appelle, principes. Par exemple, c'est l'ombre, l'idée de lumière et ombre. Il va déduire que la lumière vient de droite. On voit le cube qui est plus blanche à droite. Donc, le cerveau dit, ah, mais le carré B, si est à l'ombre, ça signifie qu'il est plus clair que l'autre, si je le vois comme ça. OK? D'autre part, c'est le motif de damier. Le cerveau dit, bon, mais dans l'échec, on a parlé tout à l'heure, dans l'échec, on utilise des carrés noir et blanc. Donc, c'est logique que ce sont des couleurs différentes. Mais non, justement, j'avais fait le test parce que j'étais aussi incrédule, non? J'ai pris avec une pipette sur Photoshop, c'est la même couleur, ok? Après, il y avait la théorie de Gestalt pour comprendre les formes, comment l'œil analyse les formes, les autres, ok? Le rapport entre la forme et le contenu, le fond et le contenu, d'accord? Ici, par exemple, vous voyez la jeune et la vieille? Voilà, très bien. Alors, le cerveau, mais il y a dans le cerveau 100 milliards de neurones, ok? Chaque neurone a jusqu'à 10 000 synapses, connexions. Ok, vous vous imaginez, ça signifie en tout 10 puissance 15 connexions. Aujourd'hui, il n'y a pas des ordi qui peuvent stimuler ça. Impossible, ok? Et justement, en partant de ça, les gens, ils ont fait des trucs pour l'intelligence artificielle. On prend une neurone formelle et après on va mélanger plusieurs neurones formels pour obtenir quelque chose, un algorithme. Exemple ici, pour faire quelque chose de sympa, mais imaginez que vous avez 200 grammes de beurre, 200 grammes de sucre, 210 grammes de farine, ok? Et après, c'est l'ordi qui va prendre, il va étiqueter ici les valeurs. Oui, je prends par exemple 30% de ça, ici, 30% là, ok? Et j'arrive à faire un gâteau. À la fin, c'est la grand-mère qui dit « Ah, mais il n'est pas bon votre gâteau ». Et l'ordi va dire « Ok, je mélange, je change, ok? Ah, c'est mieux, c'est mieux ». Alors, il va regarder, c'est ce qu'on appelle le gradient descendant. C'est un mot assez barbare. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est pareil, vous êtes dans les montagnes et vous voulez descendre. Mais à chaque moment, vous prenez la partie qui descend plus. C'est exactement ce qui va faire l'algorithme, ok?
chaque fois, il va s'améliorer. Donc, il y a ce qu'on appelle une période d'apprentissage, des neurones, et on arrive à créer des réseaux de neurones, qui sont très forts, très puissantes, capables de reconnaître les images, de reconnaître votre visage sur Facebook. Il va dire, c'est Daniel Mercier. Oh, mais comment il sait? Non. Et ce système, par exemple, de reconnaissance des visages, il est accepté dans plein de pays. En France, il n'est pas accepté. Mais il a reconnaissance de voiture. Ils peuvent reconnaître la voiture, même marque, votre voiture. C'est traduction automatique. Oui, vous êtes en Chine, vous voulez commander sushi ou je ne sais pas, vous parlez en français et l'appareil traduit directement en japonais. Et il s'améliore au fur et à mesure. La voiture automatique ou autonome, elle fait reconnaissance de forme, elle voit les signes de circulation, de piétons, de passage et les autres. Et justement, elle va interpréter tous ces éléments afin de prendre des décisions. Mais pour le moment, on est loin d'assurer quelque chose de bien. Et il avait un test qui était assez sympa, on n'aura pas le temps de le montrer, mais imaginez une voiture autonome, quelqu'un a construit un cercle blanc continu, et un cercle blanc interrompu à l'extérieur. Donc, la voiture automatique autonome, elle rentre parce que c'est interrompu, donc elle peut rentrer, mais une fois rentrée, elle trouve une ligne qui est continue, donc elle ne peut plus sortir. Bon, ça c'est la partie, disons, matérielle, la partie corps, mais on se pose des questions aussi sur le corps, sur l'esprit, d'accord? Et vous connaissez bien le bouquin de Damasio, l'erreur de Descartes, où Spinoza avait raison, dans le sens que c'est pas vraiment comme Descartes disait que le corps et l'esprit sont deux choses différentes, que l'esprit est dans la glande épinale, ou je ne sais pas. Finalement, tout est dans le cerveau, et comme je disais tout à l'heure avec l'exemple de mon épouse, les scientifiques, ils ne savent pas pourquoi on rentre en colère, pourquoi on s'énerve, pourquoi on est content, pourquoi il y a des émotions, des sentiments et les autres. Et assez intéressant, c'est le fait que 99% des actions du cerveau n'ont pas besoin d'émotions, sentiments et les autres. 1 seul %. Mais on a l'impression que c'est à l'envers. Non? Très bien. Alors, l'analogie elle est le cœur ou le moteur de la pensée. Je ne reviens pas sur ça. Voilà, on peut dire Paris est la capitale de la France. Donc, Paris est pour la France, c'est ce que Bucarest est pour la Roumanie. Il y a des analogies de ce type et bien sûr qu'ils ont fait l'analogie ordinateur et cerveau. D'accord? Donc, vitesse de calcul, mémoire, on se rend compte que l'ordinateur, il a une vitesse fantastique, il a une mémoire, paf, mais l'homme, il est capable de le battre dans plein de choses, tout en avant une mémoire beaucoup plus faible et une vitesse de traitement plus faible, Le cerveau, il est parallèle, l'autre, il est plutôt séquentiel, d'accord? Je ne rentre pas dans le détail, voilà, on avance un peu parce que je vois que le président, il se prépare pour le speech, oui, et je suis à la page 76 et je sens 76, transparent. Donc, il y a un chercheur américain, qui a été évoqué d'ailleurs tout à l'heure, John Searle, qui a fait une petite, comment ça s'appelle, expérience de pensée. Pour montrer qu'attention, le fait qu'une machine simule l'intelligence ou la conscience, mais ça ne signifie pas qu'elle est intelligente ou qu'elle a la conscience. Et quelle est l'expérience de pensée? Imaginez que vous êtes dans une chambre fermée, il y a ici un dispositif d'entrée, un dispositif de sortie, Il y a des symboles qui arrivent en chinois, Vous ne connaissez pas la langue chinoise, mais par contre, ici, dans la base de données, vous avez tous les signes et toutes les traductions possibles. Et à vous de voir qui avait quoi, Et après, vous sortez de l'autre côté le résultat, La question est, la personne qui est dedans, est-ce qu'elle connaît la langue chinoise? Quoique, elle arrive à donner une réponse qui est correcte.
C'est exactement pareil avec l'ordi. L'ordi, il arrive à faire des itérations, des opérations, des choses itératives, d'accord? Mais il n'est pas capable de se rendre compte de ça. Donc, on ne peut pas parler de conscience. Et l'intelligence artificielle, on dit intelligence, mais c'est plutôt une simulation. Simulation même, pas d'intelligence, souvent c'est simulation des compétences. Et aujourd'hui, avec l'informatique, voilà, on parle de plus en plus de l'informatique quantique. Okay? L'informatique quantique, on n'aura plus binaire 0 et 1, on pouvait avoir une combinaison multiple de 0 et 1. C'est ce qu'on appelle un bit quantique ou qubit. D'accord? Je ne rentre pas dans le détail, mais minimum pour vous dire, afin de fonctionner un dispositif comme ça, un ordinateur quantique, il a besoin d'une température de 0 degré Kelvin. Okay? C'est pour ça que, regardez en bas, vous avez l'ingénieur, et j'ai coupé la porte pour le faire rentrer l'image dans le transparent, mais cette porte, elle va se fermer pour assurer justement une température de moins 273, je ne sais pas combien de degrés Celsius. Okay? Et par curiosité, c'était en janvier, le salon de l'électronique grand public à Las Vegas. IBM est venu avec son ordinateur quantique, okay? 49 qubits. Ça signifie 2 puissance 49 bits correspondant de l'autre. C'est fantastique. Et les gens, ils sont arrivés à le voir, mais ils n'ont pas arrivé à le faire fonctionner. Oui. Par contre, il y a un D-Ware, un calculateur quantique réalisé par les Canadiens qui est utilisé aujourd'hui par IBM, par Google et les autres. Et il y a des articles qui signalent, regardez, la Chine va développer le plus grand ordinateur quantique qui existe. Ils ont fait un réseau, comment ça s'appelle, infranchissable, et plein de choses. Donc, on arrive à NBIC, oui, ou Bang, on a bit, atome, gène et neurone. Ici, après, justement, on fait le bascule de l'organique vers l'inorganique et ils sont en train, vous avez cette présentation dans votre fascicule, ok, où c'est marqué, voilà, ici c'est simulation de cerveau, c'est réseau cybernétique et plein de domaines de recherche en fonction de l'endroit où on se situe. Est-ce que c'est entre nano et informatique, entre nano et bio et les autres? Ok? Très bien. Aujourd'hui, on parle, l'économie, elle est aussi numérique, ok? L'économie d'aujourd'hui, ils disent que c'est l'économie des connaissances, ok? Et qu'on est dans la 3e révolution industrielle. Il y a des gens qui parlent même de la 4e révolution industrielle. C'est le gouvernement allemand qui parle de la 4e révolution industrielle. Oui, Jean-François, je l'ai vu tout à l'heure, il y a un projet TIGA qui parle de la 4e révolution industrielle. Mais les scientifiques, ils disent, voilà, on est la 3e révolution industrielle, et cette révolution utilise comme énergie l'intelligence. C'est-à-dire, si je ne suis pas intelligent, demain, je n'ai pas de travail, c'est terminé, je suis con. Oui? Si l'intelligence artificielle avec moi, c'est pareil comme intelligence artificielle tout seul, pas besoin de quelqu'un qu'on a à côté. D'accord? Ça change le système de communication, on a Internet des objets, les réseaux, et l'organisation aussi, elle change. On a parlé tout à l'heure de technologies disruptives, de l'ubérisation. Okay? L'Uber aujourd'hui n'a aucune voiture, mais utilise à l'envers l'intelligence, les réseaux pour créer de la valeur. Et regardez ici, transformation des premières aux États-Unis. 1980, c'était les sociétés pétrolières. Okay? 2000, les finances. En 2015, c'est GAFA. Okay? C'est Google, Amazon, Facebook et Apple. On ajoute aussi à ça Microsoft. Regardez, pareil, en 2006, on avait encore parmi les plus valués dans la bourse une société pétrolière, Exxon. En 2017, non, c'est terminé. Oui, c'est Apple, la plus valorisée société
dans le monde. Okay? Regardez ça aussi. Les 4 GAFA, mais ils ont 2000 milliards d'euros. Oui, le CAC 40, il est à 1005 milliards. Et oui, la France a 2000 milliards. Donc, les autres, tous, les 4, ils ont comme la France. Et regardez ça, c'est l'emploi. Vous avez Facebook, 10 000 embauchés. OK? Carrefour, 436 000. Oui? Walmart, 2 300 000. OK? Amazon, que 230 800 dans tout le monde. Oui? Et le volume de vente et les chiffres d'affaires, je ne vous dis pas. Et ils se lancent dans tous les domaines. Ici, vous avez Alphabet, oui, c'est la société qui regroupe toutes les sociétés de Google, OK? Mais on a Calico, c'est California Life Company, une société qui travaille dans biotechnologie qui a comme objectif que d'ici quelques années, la durée de vie va augmenter de 30 ans. Ils ont fait déjà des expériences sur les rats, ils sont arrivés et dans bon état de santé. On ne sera pas légumes plus de 30 ans. OK? Après, on voit aussi qu'ils sont partout, OK? Et que la partie Google, le moteur de recherche, c'est seulement un élément parmi les autres, mais c'est l'intelligence artificielle, OK? Les exploits, voilà, le victoire contre Kasparov, contre le champion de Go, oui, en 2011, c'est IBM Watson qui a gagné le concours Jeopardy, un concours de culture générale. Vous vous imaginez? Il est capable de lire dans des bouquins et répondre beaucoup plus rapide que l'homme. Alors, quand on parle de l'intelligence artificielle, on a 3 catégories d'intelligence artificielle. Intelligence artificielle faible. D'accord? On n'a pas le temps, je peux lui dire quelle est la population de la capitale de la Roumanie. Il va répondre tout de suite. Je connais la réponse, hop. Quand vous utilisez GPS, itinéraire maison, c'est pareil, faible. Forte, OK, c'est par exemple Watson, OK, ou Deep Blue. Mais on parle aussi d'intelligence de type super intelligence. C'est-à-dire créer une intelligence qui dépasse l'intelligence humaine. OK? Et ça, c'est critique. OK? Ça pose des problèmes. OK? Voilà. Concernant l'intelligence artificielle, on a l'historique qui commence en 1950, OK? Après, c'est machine learning. On a vu tout à l'heure comment la machine peut apprendre. Elle peut être formée, éduquée, OK? Et le deep learning, l'apprentissage profond, OK? Qui est capable d'utiliser différents neurones formels, on a dit, qui sont structurés dans des couches, OK? Et plus on a des couches, plus l'apprentissage, on dit, c'est profond, d'accord? Quelle est l'idée? Ben, ici, par exemple, on sera capable de détecter s'il y a 2 barres noires horizontales, ou 2 barres blanches horizontales, ou une barre verticale, c'est-à-dire 2 carrés noirs verticales, 2 carrés blanches à côté de l'autre, ou une diagonale. Et vous imaginez qu'une fois qu'on arrive à identifier une barre verticale, mais je peux combiner sur une matrice plus grande un carré, d'accord? Ou pour dessiner un octogone, un hexagone, ou je ne sais pas quoi. C'est exactement pareil pour les images. C'est comme ça que l'algorithme de Facebook arrive à identifier les photos. La photo de Daniel, OK? On va identifier d'abord des formes très petites. Oui, après on le combine, paf, jusqu'à identifier carrément le visage d'une personne. Et il est en phase d'apprentissage, OK? Et ensuite, c'est la phase d'exercice, OK? Application, voiture indépendante, les assistants smart, OK? La voiture autonome, traducteur automatique, traducteur instantané. Vous êtes au Japon, vous mettez seulement le téléphone vers une indication, il vous dit tout de suite qu'est-ce qui se passe, OK?
Ici, avec les dangers, interface cerveau-machine, en dehors des interfaces tactiles, gestuelles, on parle aujourd'hui d'interface cerveau-ordinateur. Okay? C'est-à-dire on peut piloter directement l'ordi avec le cerveau. Ou une interface cerveau-cerveau. Il y a une cybernéticienne en Angleterre, à Londres, oui, qui se mit une nanobot dans le cerveau, son épouse aussi, et ils arrivent à communiquer par Internet sans utiliser ni téléphone ni rien. Ok? Quelqu'un disait que c'est dangereux. Alors, concernant ces oui, ou même ici, par exemple, stimulation fonctionnelle électrique, ok, qui est très utilisée et appliquée. Regardez ici, on a une personne tétraplégique qui pilote avec son cerveau le bras du robot pour servir une boisson, ok. Alors, pareil, problème d'éthique, voilà, le projet européen Human Brain Project, lancé en 2013 avec beaucoup d'argent derrière, et vous savez qu'il y a des problèmes d'éthique, ils ont changé leur orientation et plein d'autres choses, à vous de voir un peu. Le cerveau artificiel, oui, l'idée est qu'avec l'imagerie visuelle, ok, les gens, ils arrivent à détecter, comme je disais tout à l'heure, les états mentaux. Et en partant de ça, on essaie de le simuler. Comment simuler un cerveau? Mais on le simule avec un ordinateur standard. Mais pour ça, j'ai besoin d'une puissance de calcul énorme. Et une autre solution est de créer carrément des chips, okay, qui sont comme le cerveau, avec des neurones formels, okay, par exemple le neurogrid, okay, et un circuit imprimé qui a déjà le fonctionnement inspiré de fonctionnement humain. Ils ont réalisé, regardez ici, ça fait combien? 2,8, ça fait 2,16, 65 000 neurones. Okay? Et ils ont simulé le cerveau d'une souris. Même l'autre jour, dans Time, ils présentaient un dispositif qui simule le cerveau d'une verre. Et c'est un petit truc électronique, mais qui se déplace, qui se rend compte qu'il a un obstacle qui peut monter. D'accord? Très bien. Les robots, ok, les robots aussi qui font peur, ok, ici sont les meilleurs. Regardez, à Dubaï, ils proposent le robot policier, ok. Ça, c'est Sophia. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, il y a plein d'infos qui circulent avec Sophia parce que c'est le premier robot au monde qui a reçu le statut de citoyen de l'Arabie Saoudite. C'est Ambi. Oui. Et vous avez vu le texte qu'il a dit à un moment donné. Voilà, elle est capable de détruire l'humain. Oui. Et elle est interviewée aujourd'hui partout, ok, parce que c'est un truc plutôt commercial, ok. Et d'ailleurs, Yann Lequin, qui est le spécialiste en réseau neuron français, expert intelligence artificielle sur Facebook, il a lancé il y a 2-3 jours sur son Facebook en disant que, attention, c'est le folklore, c'est ce qu'ils disent, ok, parce que c'est pas vraiment l'intelligence, ok. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il disait? Que c'est un spectacle de ventriloque, ok. Bon, et qu'est-ce qu'il est intéressant? Il y a une société qui a été créée, SingularityNet, et elle est membre de cette équipe. Regardez, Sophia Hanson c'est son créateur, et c'est elle qui est la représentante des humanoïdes. Ok? Bon, l'idée est que avec l'électronique, nano, l'informatique, tous les autres, mais l'homme, oui, il devient de plus en plus un créateur, mais qui peut être détruit sans problème. Ok? Si ici on a les courbes de Schumpeter, qui disait
c'est pas grave, chaque technologie a une période d'ascendance, elle arrive au maximum et après on descend. Mais il y a un autre qui arrive et que c'est une destruction créatrice. Oui, ici, il a fait justement une analyse et on voit que les cycles rétrécissent, sont de plus en plus courts, ok? Et même pour la période informatique, sera encore plus court, ok? Mais ça signifie que, regardez, avec tous ces NT, qu'on peut ajouter impression 3D, 4D, hybridation, les cellules souches, la robotique, ok? Qu'il s'agit de technologies qui sont très techniques. C'est pas facile de le comprendre. Et on ne peut pas le comprendre en lisant un article dans la presse, ok? Ils ont une évolution exponentielle et que sont au niveau mondial. S'il n'y a pas de réglementation, par exemple, sera interdit en France, mais les Japonais ou les Chinois, ils peuvent le faire, mais ils vont le faire. Donc, il y a besoin de recommandations au niveau planétaire. Ok? L'homme perd sa valeur économique et militaire, parce qu'on aura des robots, on aura des drones, ok, qu'on risque de ne pas compter comme collectivité, qu'il y aura un petit groupe de sous-humains qui vont compter dans l'humanité, ok, et qu'aujourd'hui, justement, on a vu avec l'intelligence, ils ne savent pas encore qu'est-ce que c'est la conscience, mais on sépare les deux, on s'occupe d'intelligence et on avance, ok. Donc, c'est la machine, le robot, l'intelligence artificielle qui évolue même plus rapide que les robots, parce que c'est compliqué de faire un dispositif, même le petit jeu, comme vous avez vu tout à l'heure, parce qu'il a des bras, il a des trucs physiques, ça c'est... Oui, mais l'intelligence artificielle, non. Faire un médecin qui fait l'analyse, une fois qu'on a créé un logiciel comme ça, on le multiplie, ok, et les tâches manuelles, évidemment que sont en danger, mais aujourd'hui, de plus en plus, les activités des cols blancs sont en danger. Okay? Et regardez, l'intelligence et comment ça s'appelle, les algorithmes pour faire diagnostic de cancer. Vous avez vu, 90% réussite avec un algorithme. Et l'homme, 50%. OK? Les tumeurs aussi, mammographie axiale. Il y a un pharmacien robot aux États-Unis. Il se trompe jamais. Quoique la moyenne pour les pharmaciens classiques, c'est 1,7%. Okay? Ils ont fait le calcul, combien ça coûte, et même l'implication pour. Service clientèle aussi. Et il y a un système intelligent, okay, qui répond au téléphone, et en fonction de comme vous parlez, il va déduire si vous êtes nerveux, si vous êtes calme, et aussi si vous êtes extroverti, introverti, machin. En fonction de ça, il va vous placer quelqu'un. Okay? On parle de classe inutile. Okay? D'ailleurs, même Keynes, le grand Keynes, il a écrit un petit essai qui s'appelle « Lettre à nos petits-enfants », okay? Qui disait « Je m'attends au plus grand changement que ce soit jamais produit ». Et il a pensé qu'on va arriver en situation d'abondance, que les biens, ça compte pas trop, il faut chercher d'autres trucs dans la vie que les biens, que la richesse, ok? Et il a parlé de chômage technologique, et il faut voir comment on peut remplir le temps, parce qu'après, c'est pas évident de ne pas travailler, ok? et l'algorithme et l'informatique remplacent partout. Regardez, j'ai pris les chiffres de Peugeot. Oui, c'est le CGT qui donne. Tout à l'heure, on disait 2 fois plus. Ici, c'est 40 000 en 80, 20 000 en 95, 10 000 en 2014. En 2017, ils sont descendus pour la première fois sur la barre de 9 000. OK? Et tout à l'heure, c'est lui qui m'a annoncé que dans le monde a annoncé que la plus grande partie des syndicats, ils ont validé, oui, le projet de rupture conventionnelle de travail. Regardez ici une étude qui a été faite avec les métiers qui sont en danger. D'accord? Quels sont les métiers en danger? OK? C'est l'intelligence artificielle, la robotique qui va les... Hein? Déjà, oui, courtier d'assistance ou télémarketeur, arbitre sportif, caissière, chef cuisinier, 86% que dans 2030, il n'y a plus ça. OK?
guide touristique, boulanger, ouvrier de bâtiment, aide vétérinaire, agent de sécurité, marin, barman, ok, archiviste, menuisier. Regardez, anthropologue, 0,7. Donc, le métier de l'avenir, c'est l'anthropologie. Ouais. Alors, regardez ici, l'idée est que si on a la robotique, l'informatique, les algorithmes, mais on va remplacer plein des organes et on va transformer l'homme dans presque un robot. Okay? Et les gens, ils parlent d'un homme augmenté. Okay? Un homme augmenté. Attention, pour avoir des lunettes, ce n'est pas vraiment un homme augmenté. Mais on a aujourd'hui plein des annexes qui font de nous un homme augmenté, autrement on ne pouvait pas. Et ils disent qu'en 2045, on aura ce qu'on appelle la singularité technologique. Okay? Regardez, ils ont fait un synapse artificielle, plein des organes qui sont remplaçables pour construire ce qu'on appelle l'homme bionique. Okay? Et on arrive justement au transhumanisme, ok? C'est maintenant que la conférence commence. mais je pense que ça, on va le faire dans une autre séance. Il est 32, Monsieur le Président. Si je peux avoir combien? 7 minutes? Bien sûr. Oui. Les 7 minutes qu'on les a perdues au début. Alors, justement, vous avez déjà, dans la doc, vous avez ça, voilà, l'origine du mot de transhumanisme, c'est Julian Huxley, ok? Et c'est pas n'importe qui, c'est quand même le premier directeur de l'UNESCO, ok? C'est le créateur de WWF, ok? Et il y a plusieurs documents qui ont lancé le transhumanisme. Pareil, vous avez dans la doc le premier rapport, c'est le rapport demandé par Clinton en 2002, réalisé en 2003, c'est le lancement de NBIC. Okay? Après, un deuxième qui était beaucoup plus pessimiste avec les biotechnologies et hop. 2 rapports européens, vous les avez, vous avez même les références. C'est la première fois que le mot transhumanisme figure dans la Russe de cette année. Ok? Et regardez, voilà, le transhumanisme, oui, c'est un courant de pensée qui vise l'amélioration de la capacité intellectuelle, physique et psychique de l'être humain grâce à l'usage de la technologie et procédés scientifiques. Avec quel objectif? Mais vivre plus longtemps et en bonne santé, augmenter son cerveau pour être plus créatif, plus intelligent et montrer plus d'empathie. Ok? Faciliter la vie par des prothèses qui peuvent éliminer la douleur, les maladies, ok? Risque, inégalité, ok? Les riches, ils peuvent se permettre, les pauvres, oui. Dépendance et marchandisation de l'homme. Pourquoi? Parce que demain, ils vont dire, mais votre cœur, c'est version 3.0. Et on passe en version 4.0 maintenant. Ok? Et aussi, il y a des problèmes d'éthique, des risques, vraiment de risques. Ok? Actuellement, c'est le libéralisme économique. Dans cette période de libéralisme, le savoir, c'est l'expérience et la sensibilité. C'est-à-dire, si je fais quelque chose et si ça ne fâche pas quelqu'un d'autre, mais je peux le faire. Ok, c'est pour ça qu'il y a des homosexuels, il y a des... Voilà, ils peuvent... Ok, ce n'était pas le cas il y a quelques siècles. Ok, et dans cette période de libéralisme économique, ok, on a quelques enseignements dans l'éthique. Si ça fait du bien, fais-le. Ok, si, concernant l'esthétique, si l'œil du spectateur est content, mais ça signifie que c'est bon. Il y a quelqu'un qui a pris une vase de WC, il a dit voilà, c'est ma création. Et il y a plein de gens qui disent mais oui, c'est vraiment intéressant. Et voilà, une œuvre d'art, ok? L'économie, oui, le client a toujours raison. L'éducation, penser par toi-même. Les élèves doivent penser par eux-mêmes. Mais souvent, ils pensent... je ne sais pas s'ils pensent. OK? En politique, pareil. L'électeur, c'est mieux. Regardez,
États-Unis, oui. Bon, concernant les courants, il y a plusieurs courants, oui, extropianisme, oui, hédoniste, postgénérisme, postgenre, ok. Justement, Daniel disait tout à l'heure que Sophie c'est une femme, elle est postgenre, ok. Et les singularistes, oui. Écoutez, on n'aura pas le temps de discuter. Voilà, ils ont créé Singularity University. Vous avez des références, vous pouvez aller sur cette Kurzweil, qui a écrit même un bouquin Humanité 2.0. Oui, quand on lit le bouquin, c'est inquiétant. Oui, c'est inquiétant. Et après, il y a des critiques pour cette singularité parce que Kurzweil, il part de la vie longue, ok, l'état de bonheur permanent, ok, et il y a des critiques scientifiques, humaines, dialectiques, ok, et on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'on n'est pas en train de construire quelque chose qui demain peut nous détruire, ok, et vous avez, ces questions sont dans la documentation, ok, donc, concernant les conclusions, les transhumanistes, ils parlent des sciences et technologies sans faire beaucoup de différence, ok? Stimulent les fantasmes, souvent, ok? Les connaissances existent, mais ce n'est pas le fait que les connaissances existent que je peux arriver à faire quelque chose de bien, ok? Après, c'est une double objectif, c'est à la fois réparer l'homme, parce que c'est quelque chose d'avoir un bras bionique parce que j'ai perdu le bras, et c'est quelque chose d'ajouter des lentilles qui sont capables de voir l'infrarouge, l'ultraviolette, et c'est ce que l'homme normal ne peut pas avoir et avoir un homme augmenté. Okay? Il faut informer le public, okay? Il faut organiser des débats avec les citoyens, réglementer, okay? Et voilà, merci de votre attention.